Donc, je disais que notre capacité de parole développée et pouvoir de faire des promesses devrait être le fond de toute légalité et de loi. Descartes, dans le discours de la méthode, juste en passant, parle de cette faculté de donner des promesses, faire des promesses. Mais il dit, je crois que faire des promesses qu'on ne peut pas tenir, oui, ça devient l'essence de le mensonge aussi. Donc, ça nous renvoie à une autre capacité aussi de faire comme si nous pouvons faire avoir une apparence et non pas être, ne pas tenir sa parole. Chez Kant aussi, dans la métaphysique des mœurs, l'exemple de mensonge est essentiel. Par exemple, comme exemple de quelque chose, d'un comportement, d'une pratique qu'on ne peut jamais universaliser, donc on ne peut faire valoir comme loi, ça sera toujours de l'ordre accidentel et conjoncturel. Et ce ne serait pas un bon exemple pour l'humanité, mais tout d'abord, il faut rappeler ça. Mais le passage de Descartes est à méditer. Pour l'instant, ce n'est pas sous mes yeux. Donc, promesse, quand on dit promesse, donner la parole, il faut tout de suite penser aussi son contraire, c'est-à-dire faux promesse. Autrement dit, mensonge. Faux promesse ou mensonge menace le fondement de toute civilité de la société et de l'égalité. Donc, la loi intervient comme un minimum technique. Les pratiques de l'égalité, plutôt, non pas la loi elle-même qui est intouchable, impénétrable, c'est un spectre même, soit parfois Dieu, soit parfois le peuple, soit l'opinion publique, soit suffrage universel, même ce qui paraît le plus objectif, n'est-ce pas? Vraiment, faire un suffrage universel et se comporter selon les conséquences de ce suffrage universel, c'est une pratique démocratique acceptable aujourd'hui. Et c'est une confiance à l'amplicité, au nombre, à la quantité, sans en faire une considération de la qualité de la vote. Parce que le suffrage universel, c'est universel. Ça veut dire même les femmes aussi peuvent voter, même les malades mentaux peuvent voter. On ne prend pas en considération la qualité du vote. Donc, ce n'est pas un système parfait, mais ça convient à l'esprit donc, du temps, zeitgeist, qui est pragmatique et empirique. Cette pratique de suffrage universel dans la décision, dans le fondement des lois, dans l'institution des lois, par exemple, se fait à l'absence d'un fondement ultime qui serait de l'ordre de validité universelle, qui sera une sorte de loi. Effectivement, on a essayé d'inventer le droit de l'homme qui est au-dessus de toutes les lois. Toute loi partielle devrait être en conformité avec les droits de l'homme. Mais les prémices des droits de l'homme sont toujours à discuter. Ces formulations plutôt, non pas son esprit. Même son esprit peut être discuté en disant que pourquoi on ne parle pas des autres vivants? Sur Terre, nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas seulement des hommes. Pourquoi on ne cite pas les animaux
les bêtes, les plantes, flora, fauna, et pourquoi pas l'atmosphère qui est ni vivant ni non vivant, etc. On peut toujours en discuter. Voilà, on fait une concession, on fait une négociation, comme on peut faire dans une époque donnée, et on juge que ce sera le référent ultime pour fonder une civilité, etc. Donc, du point de vue philosophique, c'est un domaine très fragile, humain, comme toutes les institutions humaines, est fragile. Donc, c'est pour ça que pour remédier à cette fragilité, on invente une série des institutions, on institue des institutions qui sont de l'ordre de mnémotechnique. Ce sont des pratiques non pas toujours de châtiment, de peine, mais ce sont des techniques qui ont un pouvoir. D'abord, quand on dit technique, on parle de quelque chose assez neutre, un instrument. Même dans l'économie, dans la bourse, on parle des instruments. Un billet bancaire, c'est un instrument, mais on peut en inventer des autres. L'or, c'est un instrument bancaire, etc. Pour nos clientèles, on peut proposer, offrir plusieurs instruments, n'est-ce pas, etc. On peut analyser à partir de technicité, c'est-à-dire des inventions historiques qui a eu lieu dans l'histoire et qui est en train de s'inventer tous les jours. On peut en inventer. Donc, ce n'est pas toujours de l'ordre négatif. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours réprimable, réprimé. Ça ne réprime pas. Ça donne des contrats, une sorte d'entente bilatéraux sont institués ainsi. Même, j'ai commencé à répondre à cette question de fondement des lois en disant que nous avons une capacité de parler. Donc, d'abord, il faut discuter longuement la parole, cette capacité, la langue, comme Jean-Jacques Rousseau définissait la langue comme système de signes institué. Donc, le mot institué est très important, plus important que de signes. Tout le monde peut dire que les mots sont des signes qui renvoient à des choses, c'est-à-dire des signifiés, mais Rousseau, très tôt, avant la linguistique moderne, par exemple, Louis-Ferdinand Saussure, il souligne le mot institué. Chez Saussure, ce serait plutôt système. Le mot système, c'est un peu la même chose que institution. Donc, il y a un renvoi des signes qui sont plus importants que le signe tout seul. Ça fait une raison, etc. Donc, la première couche d'institutionnalisation, ce sont des langues qui permettent à toutes sortes de socialités et à des civilités, à la communication. Donc, s'il n'y avait pas d'échange de paroles, il n'y aura pas de promesse. Donc, derrière l'acte de promesse, il y a une pratique de parler dans un système institué. Déjà, nous sommes dans une contraction, dans un contrat, dès que nous parlons plus ou moins intelligemment. Donc, c'est ça, l'essence de la parole, c'est encore de l'ordre de loi. Il y a une légalité dans la parole. Pour ne pas dire régularité.
ça, c'est plus compréhensible, oui. La langue a une grammaire, et il y a des diverses formes de temps, n'est-ce pas? Futur, passé, présent, conditionnel, futur antérieur, subjonctif, etc. Il y a des actes d'engagement, interprétation qui régularisent notre rapport à des choses et aux autres, n'est-ce pas? Je, tu, il, elle, vous, ça fait un renvoi, une partition, une différenciation dans le domaine intersubjectif, etc. Bon, c'est une discussion très riche qui m'intéresse beaucoup, l'essence de la langue, qui est très liée à la légalité, surtout la grammaire et les formes de temps, tense, en anglais, qui, avant toute légalité, avant toute institutionnalisation, qui nous détermine. C'est la langue qui nous détermine, mais nous avons chacun de nous une capacité de parole, donc usage singulier de la langue. Nous avons cette possibilité, tout en respectant aux règles des langagiers, parler en toute liberté, s'exprimer en toute liberté et autonomie, malgré toute dépendance à des règles du langage, c'est-à-dire malgré cette hétéronomie, pour parler comme Kant, faire une distinction entre autonomie et hétéronomie dans la morale, donc malgré toute cette hétéronomie, c'est-à-dire dépendance à quelque chose d'autre que moi, donc ne pas être libre, donc si on résume ça, tout n'étant pas être libre, je peux jouir de ma liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout n'étant pas libre, tout étant tenu par engagé par quelque chose qui est la langue, ma langue, que je n'arrive pas complètement approprier, faire la mienne, etc. C'est une analyse très riche, de temps en temps, on va y retourner. Ce n'est pas par hasard que les philosophes de la culture ou de institutions spirituelles n'ont pas de lettres. Je parlais de Jean-Baptiste Vico et Condillac en France, qui s'était influencé de John Locke, Hume, philosophe d'association et de mémoire également, et même Aristote comme un philosophe qui a pris très au sérieux les habitudes qu'on gagne avec l'exercice. Il ne fait pas une description très détaillée, mais derrière nos habitudes, nos pratiques de parole, mœurs et nos actes et habitudes, et même caractère, et même personnalité, il y a toute une série de mnémotechniques à déchiffrer. Donc, il faut relire Aristote au début de Éthique à Nicomaque, quand on parle d'exercice, s'exercer pour gagner des vertus, pour être un vertueux. Donc, réalisation de vertus en moi demande un effort et exercice. Il faut que je me rappelle le plus souvent possible que je suis un homme de bien, ou bien je me suis donné une promesse en disant que je vais être bien, un garçon bien.
dès aujourd'hui, je serai bien, je ne ferai plus de méchanceté, mais il faut que je me rappelle le plus souvent possible, il faut que, en plus, je effectue ma bonté et donc rendre visible et effectuer, non pas rester dans la parole, ne pas répéter tout le temps je suis bien, non, faire de bien, actualiser. C'est Aristote qui également prenait très au sérieux effectuation, c'est-à-dire énergia. Donc tu peux être né d'une bonté naturelle quand on s'y prend cet exemple. Pensons un caractère, un type naturellement bienveillante. C'est Kant qui donne dans la métaphysique de Mars. Et moi, j'ai toujours lu ce passage de Kant comme s'il parlait d'une femme. Prenons une femme qui est naturellement bienveillante, et elle fait de bien. Et quand elle fait de bien, elle se sent bien et elle a envie encore de faire beaucoup de bien. Tout est bien, tout va bien. Mais Kant juge que ce n'est pas un exemple de moralité. C'est choquant. Donc, bonté naturelle, sans exercice, mais même avec l'effectuation, c'est-à-dire elle fait de bien, et elle se sent de bien, tant qu'elle fait de bien, elle se sent bien, plus elle fait de bien, plus elle se sent bien. C'est super. C'est le sommet de tout, mais bien que chez Aristote, effectuation est importante, mais chez Kant, effectuation, cette mnémotechnique, rappel à soi, et surtout, non pas seulement rappel à soi, dans cet exemple, elle se réjouit de sa bonté. Elle prend plaisir, elle se sent bien. Donc, c'est un état très sensible qui concerne un personnage, une caractériologie qui est bien. Mais tous les gens, on ne peut pas dire pour tous les gens qui sont naturellement bienveillantes. Quand je dis naturellement, ce qui veut dire sans un minimum technique, sans qu'il y ait un rappel extérieur, sans qu'il y ait une autonomie, sans qu'il y ait une menace, sans qu'il y ait un conseil. Quelqu'un ne me conseille pas être bien. Ça, c'est un exemple de hétéronomie. Mon père me dit que sois sage, et je deviens sage. Ça, c'est un exemple de hétéronomie. Oui? Pourquoi mnémotechnique? Quel est le sens de mnémotechnique? Hatırlama teknikleri, kendi kendine hatırlatma teknikleri, örnek işte yani Nietzsche'nin kavramı ve de verdiği örnekler işkence, dağlama, dövme, yara açma, bütün ilkel kabilelerde gördüğümüz şeyler. C'est pour ça que après avoir lu, enfin depuis longtemps Nietzsche, voir qu'il y a une mode dans la jeunesse faire des tatous partout, alors je pense que, je n'ai pas demandé, je pense que ces gens-là, ils veulent se rappeler quelque chose, mais ils veulent... bon, vous n'avez pas compris. Mais, bien sûr, ce n'est qu'une mode, une façade, c'est une apparence complètement inconsciente, irréfléchie, à mon avis, sauf ils ont lu quelques contes peut-être concernant la vie primitive, tribale, etc. Donc, les tatouages, c'est l'inscription de la loi, c'est-à-dire appartenance à une tribu, à une société, et identification de son identité, etc. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un embellissement. Oui, il y a un côté d'embellissement, c'est la loi,
embellie dans le corps, tatouage. Bon, je n'avance pas dans cette direction, mais vous avez compris, je crois. Mnémotechnique, on peut le déceler, on peut trouver partout si vous avez un sentiment d'analyse, un sens d'analyse forte, une vue critique, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, mon père disait, enfin, donc, ok, naturellement bienveillant, ce n'est pas un exemple propre de la moralité chez Kant, mais pour Aristote, il n'y a pas de problème. Il a fait son exercice en plus, et elle ne fait pas du bien avec forçage, sans contrainte. Elle est naturelle. Elle n'a même pas besoin de s'exercer dans le bien. En plus, elle prend plaisir. C'est le sommet de tout. Pour Aristote, il n'y a pas de problème. Mais chez Kant, il commence à cette typologie avec cet exemple. Il dit que naturalité, c'est-à-dire sans mnémotechnique, Kant jamais utilise ce mot mnémotechnique, ça n'existe pas. Donc, moi, j'interprète comme ça. Donc, sans mnémotechnique, bonté naturelle, ça n'entre pas dans l'ordre de la moralité authentique. Mais il ne faut pas abuser, il ne faut pas faire dire à Kant ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit mnémotechnique. Il a simplement jugé que bonté naturelle, c'est pas une bonté, c'est pas une bonté, modèle de bonté philosophique qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il cherche? Un principe de moralité, non pas un état de bonté et du salut, ou une personne épanouie. Bir person épanouie, yani hayattan zevk alan, hayatla dost, barışık, iyilik yapan, iyilik yaptıkça iyilik yapmak isteyen, sans problème, değil mi? Mais métaphysiquement, c'est nul, parce que c'est un don de la nature qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas... oui, ça peut servir comme modèle à des gens qui ne sont pas bien, mais chez Kant, avec les exemples, on ne peut pas être bien. On ne peut être bien avec les exemples en imitant un modèle, un exemple, mais c'est encore de l'hétéronomie. Donc, il cherche un principe indépendant, donc intérieur, qui vient d'une capacité de cette personne, c'est-à-dire de son autonomie, de sa liberté. Vous avez compris, j'espère. Donc, dans une analyse réaliste qui a fait Nietzsche et moi-même, en tant que matérialiste dialectique, etc., d'une école marxiste anciennement, maintenant phénoménologue et déconstructif, etc., moi, j'ai beaucoup de titres. Je prends très sérieux les processus de mnémotechnique qui n'a pas un commencement, qui n'a pas fin, toujours en développement et dans une évolution. On n'est pas dans une société de tyrannie, et je suppose, il n'y a plus de torture dans les prisons, je suppose. Et on peut toujours supposer, dans une cours de philosophie. Et voilà. Nous avons intériorisé les lois, nous avons tous intériorisé les droits de l'homme, et nos dirigeants sont d'une bonté généreuse et naturelle, et nous devrons obéir aux lois. Alors, bon, c'était une déduction fantasiste. Donc, comme
l'état des choses ne sont pas ainsi, il faudrait penser, d'une part, généalogie de la légalité, d'autre part, les esprits, l'esprit des lois. Bon, d'autre part, il faut déchiffrer là où on ne voit pas toutes les mnémotechniques, y compris moi, y compris chacun de vous. Vous avez toujours de petits conseils que vous donnez. Même autonomie, travail, vous allez remarquer que même à l'intérieur de l'autonomie, il y a une circulation entre un soi et soi, moi et moi. Et oui, dans le se pronominaux, n'est-ce pas? En français, je me donne, je me promets. Voilà, dans tout ce pronominal, dans la structure adverbiale, c'est comme on voit, comme ça vient visible, il y a un renvoi entre un moi et moi, et cette autonomie, cette liberté de conscience est construite dans un système intérieur, mais c'est pas tout spontané que cela. Il y a un exercice intérieur. Donc, je me demande, cet exercice intérieur entre moi et moi, entre plusieurs moi, entre plusieurs états de moi, c'est encore de l'ordre mnémotechnique. Ma réponse, oui, à condition que le concept mnémotechnique soit assez englobant et raffiné pour expliquer tous les états d'âme, disons. Bon, c'est une phrase que je devrais dire juste à la fin des cours pour critiquer Kant. Et en disant que Kant cherchait autonomie, mais même dans la constitution d'autonomie de notre propre liberté, il y a un effort intérieur, il y a plein de processus qui en marche, c'est-à-dire rien de spontané. Et là, bien qu'il n'y a pas hétéronomie, c'est-à-dire les tortures, etc., je me torture. Voilà. Je me torture. C'est un peu brutal comme phrase, mais j'ai fait des efforts. Voilà. Je fais ça malgré moi, etc. N'est-ce pas? Il y a des phrases encore plus raffinées. Malgré moi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait du bonté, malgré moi. Je ne suis pas quelqu'un bien, mais par un principe de moralité, je suis bienveillant. Ça, Kant, cet exemple pour Kant, vraiment beaucoup plus moral que le premier exemple qui était spontanément bien. Bon, il accepte que tout le monde n'est pas parfait. La nature n'était pas très généreuse à tout le monde en distribuant la bonté. C'est un cas. Cet état, il faut le prendre sérieux. Et si quelqu'un, dans ses actions, trouve comme modèle, non pas peut-être quelqu'un, mais un principe de moralité, pour Kant, il s'agit de l'autonomie. Il ne considère pas ce renvoi à un principe comme une hétéronomie ou mnémotechnique. Ça n'existe pas chez Kant. Le problème est que, où est ce principe? Voilà, Métaphysique des mœurs cherche ce principe. Et ce principe sera la loi morale kantienne, comme Kant entend, non pas une loi du droit, ni une loi d'un État quelconque.
cette loi est complètement formelle chez Kant, qui n'a pas un contenu. C'est très bizarre, vous allez dire que j'ai trouvé un principe selon lequel je vais agir, mais ce principe n'a pas de contenu. C'est-à-dire vide. Voilà, la conte de Kafka est importante pour cette raison, parce que chez Kafka aussi, la loi invisible, la loi n'a pas une substance, n'a pas de l'ordre tangible. Personne ne peut toucher la loi. Voilà. Bizarre. Donc, spontanément bienveillant, sans mnémotechnique, c'est un accident de la nature. Doğanın bir kazası. Doğuştan iyiler doğanın iyi tarafına gelmiş. Yani Tanrı'nın boş zamanına gelmiş. Kötülerle çok uğraşmışlar. Yok, kötülerle az uğraştığı için kötü olmuşlar. İyileri yaratırken çok uğraşmış anlamına geliyor bu. Ne kadar da çok proverb, atasözümüz var. Bon, quant à la loi formelle sans contenu à laquelle je me réfère, d'où vient cette loi est encore plus étrange que n'importe quelle loi, parce qu'il ne s'agit plus d'une loi sensible, proférée par le roi, soit divin, soit par un gouvernement civil, soit par une institution civile juridique. Non. Oui, ça existe chez Kant aussi, ces institutions qu'il faut encore civiliser, etc. Mais il essaie de nous transporter à une région vraiment métaphysique, qui est la région de loi, mais en passant par des autres régions, et en dépassant ainsi l'éthique d'Aristote, tout en reprenant les étapes d'Aristote, il va au-delà et au contraire d'Aristote. Grande différence, écarter l'état naturel, écarter la nature. Ne pas avoir confiance en nature. Aristote aussi, il accepte que la nature, chez lui, son nom, la fortune, c'est-à-dire le hasard. Le hasard a distribué inégalement les biens. Bon, il accepte, mais il trouve des remèdes comme exercice. On peut être vertueux avec l'exercice. On peut devenir vertueux. Et Kant dit que aucune vertu ne nous fait bon en soi. Ça, on avait déjà dit dans les semaines dernières, les vertus peuvent être à la fois très bien comme conséquence. Ça peut donner des bons résultats et parfois extrêmement mauvais résultats. On avait déjà dit, par exemple, 5 fois, être 5 fois une autre interprétation de phronésis grec, antique, ou bien prudence, n'est-ce pas? On a discuté de tout ça. Prudence comme vertu, comme peut être parfois, en tant que 5 fois, soğukkanlılık manasına geldiği takdirde, donc un assassin, même un assassin avec prudence, il peut être extrêmement dangereux. La vertu n'est pas un moyen assuré pour
nous faire des gens bien. Donc, pour Aristote, la vertu est devenue vertueux avec l'exercice, avec effectuation, était très importante. Chez Kant, ça aussi, c'est exclu, ou bien secondarisé, ou bien trouvé et jugé inauthentique dans le domaine de la moralité. Donc, il cherche autre chose, au-delà de vertu. Et il trouve la loi, et qui n'a pas de contenu. Chaque vertu a une définition, a un contenu. Ce sont des réglementations, une description d'un état, les vertus. Donc, ils ont plus ou moins définissables. Et il parle de conseils, et j'ai dit aujourd'hui 2-3 fois le mot conseil, n'est-ce pas? Mon père me conseille, quelqu'un de bien, mes instituteurs me conseillent. Il ne me bat pas, il ne me torture pas, il me donne simplement des conseils, n'est-ce pas? Et chez Kant, même ces conseils, oui, ça peut servir, mais c'est encore de l'ordre de hétéronomie. C'est quelqu'un d'autre qui m'a dit. Je n'ai pas trouvé le principe. Donc, je n'ai pas usé ma raison. La raison. C'est ça, maître mot de Kant. Donc, sauf notre rapport à la loi, qui passe uniquement par notre raison, c'est-à-dire une autre région de partie de l'âme. Tout le reste dépend soit de notre sensibilité naturelle, soit de notre entendement. C'est-à-dire capacité de faire calcul, envisager les conséquences, essayer de s'en sortir de cette situation. Donc, avec ce calcul, avec cette opération, en faisant une comparaison dans le passé, futur, projeté, c'est une fonction de l'entendement. Nous sommes dans la hétéronomie, nous sommes dans les exemples, dans le domaine des exemples empiriques, donc nous copions, nous prenons comme exemple, etc. Et toutes ces actions, en conséquence, bien qu'elles soient, qu'ils ont de bons résultats, en apparence morale, sans problème, aucune de ces exemples, aucune de ces actions ne sont pas authentiquement morales chez Kant.